Hollande-Macron. Hein. Bravo, bravo les Mozart de la finance, des gens qui... Ouais, non, non, mais voilà, on est un pays en voie de paupérisation. Et là, il va falloir qu'on rajoute encore des milliards pour aller aider l'Ukraine. Bonjour Régis. Bonjour Aïcha. Régis, Donald Trump a expliqué hier sur son réseau social, Truth Social, qu'il considérait l'armée russe comme faible, au bord du chaos économique. Est-ce que vous voyez dans cette déclaration une espèce de volte-face vis-à-vis de la position qu'il tenait il y a encore un mois lorsqu'il recevait Vladimir Poutine à Anchorage ? Alors, on sent beaucoup de frustration chez Donald Trump, mais ce n'est pas à nouveau. Quand il est en colère, en général, il revient toujours à ces mêmes poncifs qui peuvent se résumer en, on va dire, une phrase. Tous les autres pays du monde sont nuls. Le seul pays, c'est l'Amérique. Et en Amérique, c'est moi heureusement que je suis là. Et heureusement que s'il ne m'avait pas, ça serait la catastrophe. Mais donc l'Amérique bien et moi très bien. Voilà, en gros, c'est comme ça que ça se... Et alors, quand il sent qu'il n'a pas de poids sur les événements, et c'est particulièrement le problème avec Vladimir Poutine aujourd'hui, il n'a pas de moyen de faire infléchir la politique de Poutine, et en particulier sa volonté de continuer la guerre. Donc partant de là, il va remuer, broyer du noir, et expliquer quand même qu'il est le meilleur, et que, attention, il va se passer une catastrophe si Poutine va voir ce qu'il va voir. D'où il va vers des excès, on le connaît Trump. Hein. Là, en l'occurrence, l'excès le plus incroyable, c'est d'avoir dit dans cette déclaration que l'Ukraine allait, si elle allait gagner, peut-être reprendre l'intégralité de ses frontières et peut-être même aller au-delà. Bon, on ne sait pas ce que tout ça présage, mais ça me paraît être simplement des choses qu'il ne faut pas prendre au mot. C'est une manière pour Trump de... en anglais, il dit « he vents », c'est-à-dire il évacue, il se défoule. En fait, il se défoule. Et quand il a... Alors, effectivement, pendant son allocution à l'ONU, il a expliqué aussi qu'il était maintenant fermement dans le camp de Zelensky. Effectivement, donc, il a répété que l'armée russe était nulle, qu'elle aurait dû battre l'armée ukrainienne en 3 jours si ça avait été a real army, une vraie armée, sous-entendu la sienne. Au passage, il faut peut-être quand même lui rappeler que les États-Unis sont restés plus de 10 ans en Irak sans vaincre l'insurrection et pendant 20 ans en Afghanistan pour remettre les clés aux types qu'ils étaient censés abattre, vaincre au début, qui sont les talibans. Juste ça, et qu'ils sont partis aussi la queue basse du Vietnam. Donc, Real Army qui vainque son ennemi comme ça en 3 jours, voilà, c'est une manière un peu de dire on est les meilleurs, vous êtes nuls, et il n'y aura aucune armée qui arrivera à notre cheville. Tout ça pour dire quand même que vous avez évoqué le terme volte-face. Moi, personnellement, je n'y crois pas. Je ne crois pas à cette version. Je ne crois pas que Trump soit revenu dans le camp des Européens et de Zelensky. Si vous regardez d'ailleurs le détail, vous voyez que Trump très précisément explique dans ce communiqué qu'avec l'aide financière des Européens et avec l'OTAN, à aucun moment vous avez écrit les Ukrainiens vont vaincre avec les États-Unis. C'est très important. Aide financière de l'Europe. C'est quoi aide financière de l'Europe? Ça va être l'Europe va acheter du matériel aux Américains militaires qu'il va donner à l'Ukraine. C'est comme ça que ça va se passer. L'Europe, aussi on le sait, au niveau des hydrocarbures, c'est ce que Trump tente de faire. Et d'ailleurs, il y a une allusion à ça dans ce communiqué, c'est-à-dire la Chine et l'Inde sont pour lui les obstacles principaux, les obstacles majeurs à l'arrêt de la guerre en Ukraine, parce qu'ils continuent à écouler le pétrole russe, comme une partie des Européens continue à acheter du pétrole à la Russie. Ça, il veut que ça cesse, il veut assécher la manne financière de Poutine, la manne liée aux hydrocarbures, et il pense comme ça qu'il va pouvoir, on va dire,
mettre le chaos dans l'économie russe, qui est essentiellement, effectivement, est basée sur les hydrocarbures, sur l'économie de guerre aussi, hein, sur le stimulus fiscal lié aux industries d'armement, mais surtout sur les hydrocarbures. Il pense qu'il peut y arriver. Là aussi, il n'a pas réussi à convaincre l'Inde de le faire. Donc, qu'est-ce qu'il l'a fait? Il a plaqué sur l'Inde des tarifs douaniers exorbitants, ce qui n'a pas fait fléchir l'Inde. Donc là, encore une fois, énormément de frustration. Et dans le fond, il y a quand même un message qui est important, qui est à la fin. Il dit « I wish both countries well », en parlant de la Russie et de l'Ukraine. Sous-entendu, je m'en lave les mains. Pour moi, il faut interpréter ça. C'est la seule vraie info dans ce communiqué. Ça veut dire que Trump, aujourd'hui, dorénavant, va prendre le siège arrière dans cette guerre en Ukraine, laisser les Européens y aller en frontal. Vous voulez, parce qu'il sait très bien que c'est une guerre ingagnable, il va laisser les Européens limite perdre la guerre pour dire ensuite, regardez, je vous avais dit, c'est pas ma guerre, c'est la guerre de Biden. Il l'a répété un nombre de fois incroyable. Il a toujours dit, si j'avais été au pouvoir, il n'y aurait pas eu cette guerre. C'est la guerre de Biden, je ne veux pas hériter de sa défaite. Voilà. À travers cette déclaration, vous voyez un désengagement total de Donald Trump dans ce conflit? Alors, ce n'est pas un désengagement total, puisque économiquement, il va y avoir fourniture d'armes payées par l'Europe. D'ailleurs, il y a déjà 100 milliards d'armements qui ont été décidés, qui vont être... et Donald Trump l'avait précisé pendant la réunion avec Zelensky et les Européens, vous vous en souvenez, juste après l'épisode d'Anchorage, donc on était autour du 20 août, Trump avait dit, voilà, ça y est, il y a déjà un paquet de livraison d'armes qui est prévu, payé par les Européens. Il l'avait bien précisé déjà à l'époque. Donc ça va continuer. Donc effectivement, les États-Unis vont continuer à fournir, on va dire, du matériel qui ne va pas être payé par eux, donc c'est tout bénef. Probablement du renseignement, on va continuer dans une situation comme on était avant, sauf que là, il n'y a plus l'aide directe des États-Unis. Et donc, c'est un coût supplémentaire sur les économies européennes qui sont déjà fragiles. Ça veut dire qu'on va être obligé de mettre la main au portefeuille, alors que de plus en plus de personnes en France et dans d'autres pays expliquent mais pourquoi on continuerait à aider l'Ukraine alors qu'on n'est pas capable d'aider nos propres concitoyens qui sont dans la misère, qui plongent dans la misère. Je précise au passage, par exemple, que la France aujourd'hui, au niveau de l'Union européenne, est 10e au niveau de la richesse par habitant. La France est classée dans les pays du Sud aujourd'hui. C'est une dégradation absolue. Vous avez vu la dégradation de la note des agences internationales pour la France. On est passé de A à A. Voilà, Hollande-Macron. Hein. Bravo les Mozart de la finance, des gens qui... Ouais, non, mais voilà, on est un pays en voie de paupérisation. Et là, il va falloir qu'on rajoute encore des milliards pour aller aider l'Ukraine. Un pays qui, fondamentalement... Depuis cette guerre, effectivement, les gens se sont penchés sur l'histoire de l'Ukraine, on en a beaucoup parlé, etc. Mais les Français ne connaissaient pas du tout ce pays avant. C'était un trou noir, alors qu'ils connaissent la Russie. Pour eux, l'Ukraine, c'était quelque chose à l'Est qu'ils avaient appris dans leur cours de géographie, dans la section agriculture. Voilà, c'est ça. C'était ça au départ, l'Ukraine. Là, il va falloir qu'on se saigne pour aller aider ce pays, en nous expliquant que, bon, ce qu'on a fait depuis 2022, que ce sont nos valeurs qu'on défend, qu'on ne peut pas tolérer qu'un pays souverain soit agressé, même s'il y a un fondement à ça. Est-ce que ce fondement vaut qu'on continue finalement à alimenter la manne guerrière, à donner l'argent des Français, parce qu'il s'agit de ça, pour soutenir l'Ukraine. Donc là, ça va poser des problèmes au niveau des économies. Vous avez un pays où c'est encore pire, c'est l'Allemagne, parce que l'Allemagne, on leur a coupé le robinet de gaz. Vous avez 8000 sociétés en Allemagne qui ont mis la clé sous la porte parce qu'elles ne peuvent pas supporter l'augmentation des coûts, parce que c'est bien de se retrouver du côté américain, mais c'est 3 fois plus cher. Bien sûr. Voilà. Donc on a, une fourniture garantie signée par Ursula von der Leyen pour obtenir d'ailleurs quand même 15% d'augmentation des tarifs douaniers pour les produits qu'on exporte aux États-Unis. Ça veut dire que notre filiale viticole, les produits de luxe, etc. sont touchés. Il n'y a aucune exception pour nous. Et pour l'Allemagne, je vous dis, l'Allemagne est contrainte d'acheter du pétrole
3 fois plus cher et du gaz qu'elle ne l'achetait aux Russes avant. Tout ça, c'est une catastrophe, c'est une sorte de forme de suicide européen dont on se rend compte. Et là, ça va se perpétuer. Donc, dans le discours de Donald Trump hier, il faut bien voir qu'il n'y a pas de désengagement absolu. Il félicite Zelensky, il félicite l'Ukraine d'avoir tenu, d'avoir résisté. Il loue la vaillance des soldats ukrainiens pour dire, attendez, ok, mais maintenant, voilà, j'ai établi les règles, elles sont comme ça, et vous êtes obligés d'y obéir. Régis, quelle pourrait être la suite? La suite, ça va être, elle va dépendre. Vous savez, une guerre, elle se gagne sur le champ de bataille, elle ne se gagne pas dans la communication. Même si la communication a pris une emphase telle que certains, comme Emmanuel Macron, se voient envoyant des troupes françaises, comme si on avait une capacité, une réserve, une armée, d'abord capable, justement, alors ça va être des troupes d'interposition, voilà, mais quand on se met dans la logique de faire gagner l'Ukraine, on doit aller un peu plus loin. Or, personne, et tout le monde est bien conscient qu'en Europe, on n'a pas les moyens d'aller plus loin, ni la volonté, ni même, on n'est plus dans un logiciel guerrier. On n'est pas dans la guerre russo-ukrainienne, on n'a pas cette forme de combativité que vous avez connue sur le front, que j'ai connue en voyant ces soldats. C'est des soldats, moi j'ai passé beaucoup de temps avec l'armée française aussi, dans des opérations de pacification en Afrique, de contre-insurrection avec des embuscades, des ennemis terribles. Mais c'est pas du tout la même chose qu'une guerre frontale qui ressemble à 14-18 et qui se livre en effet dans les steppes de l'Ukraine. C'est pas du tout la même chose et il faut des soldats ou ukrainiens ou russes pour combattre ce genre de guerre. Même les soldats américains avec lesquels j'ai passé beaucoup de temps n'ont pas cette force intérieure. Et donc là, on est face à des gens qu'on va aller, si on doit faire une troisième guerre mondiale, combattre chez eux. Arrêtons le délire, essayons, et c'est ça où je vous dis le problème de la communication et de cette guerre. Quand je dis une guerre, elle se gagne sur le champ de bataille, parce qu'il faut regarder ce qui s'y passe. Oui, les Russes n'avancent pas tant que ça. Oui, les Russes font occasionnellement des percées. Constatons qu'ils sont dans Pokrovsk, qu'ils sont à la périphérie de Kupiansk, qui sont les deux points chauds en ce moment du front dans le Donbass, que si ces deux villes tombent, les dernières forteresses ukrainiennes dans le Donbass, en particulier Slaviansk et Kramatorsk, vont être mis en péril. Ça prendra du temps, ça aurait pu se négocier sans doute. Ce que Donald Trump a essayé de faire, c'est de faire pression sur Poutine. Poutine a émis des conditions, Zelensky a émis des conditions, et puis finalement, les deux parties disant, en fait, par rapport à Trump, Trump veut limiter les pertes humaines. C'est une de ses obsessions. Il a un côté, il n'aime pas la guerre, ça c'est une des qualités de Donald Trump, et il veut que des jeunes hommes ne meurent pas. Là, je crois qu'il a dit, bon, je suis allé au bout, tant pis, allez-y, vas-y Zelensky, continue. Dans 6 mois, on sera au même stade, voire pire, et tu auras perdu 50 000 mecs. Voilà, c'est ça que je voulais juste éviter. C'est juste ça. Donc, et les Européens, allez-y, faites-la cette guerre. Après tout, ce n'est pas ma guerre. C'est ça qu'il faut comprendre dans la psychologie de Donald Trump. Donc, pour la suite, voilà, ça va dépendre. Et je pense que au vu de la configuration des choses, si ça doit durer encore un an et demi, même 2 ans, les Russes finiront par prendre ce qu'ils doivent prendre. Poutine a dit, voilà, lui, c'est le Donbass qu'il veut. Je ne pense pas qu'il y aille au-delà. Le problème, c'est que plus ça va aller, plus ça sera difficile pour les Ukrainiens de faire des positions de défense au vu de la géographie qui s'annonce après le Donbass, du côté de Dniepopetrovsk, et jusqu'au Dniepr, justement. Ça sera plus facile pour les Russes d'avancer. Au fur et à mesure, ça sera plus facile. Au fur et à mesure, il y aura de moins en moins de soldats ukrainiens, pareil. Donc c'est bien, on va leur filer de l'armement, mais on ne va pas leur filer de soldats. Voilà, tout ça n'est pas de bon augure et tout ça aurait mérité peut-être moins de folie communicationnelle, moins d'ego surdimensionné. Macron n'est pas De Gaulle, qui revienne avec sa petite personne. Keir Starmer n'est pas Churchill. On n'a pas les hommes politiques qu'on mériterait pour notre époque, hélas. Voilà. Merci Régis. Merci beaucoup.